Sénat. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Parlement Hebdo en compagnie aujourd'hui de Thomas Soulier. Bonjour Thomas. Et à la une de l'actualité cette semaine, tension au sommet entre le Parti Socialiste et les Verts après la décision d'Europe Écologie de rejeter le traité budgétaire européen. Un clash de plus qui pose clairement la question du maintien des deux ministres écologistes au sein du gouvernement. Et puis les députés au régime sec baissent de 10% de leurs indemnités, gel du budget de l'Assemblée. Claude Barthelone, son président, veut faire de la Chambre basse une institution exemplaire, dit-il, mais il a dû se justifier en même temps sur l'embauche de son épouse. Plus de 3 millions de chômeurs en France, un seuil jamais franchi depuis 1999, un chiffre qui tombe mal alors que le premier budget du quinquennat va imposer aux Français des efforts de rigueur sans précédent. Et avec nous, pour commenter cette semaine politique chargée en actualité, on l'a vu, Bruno Leroux, bonjour. Bonjour. Vous êtes député PS de la première circonscription de Seine-Saint-Denis et jeune président du groupe socialiste à l'Assemblée, et ce depuis le mois de juin. Alors votre défi, c'est un petit peu un remake du film Mission Impossible. D'un côté, tous les députés de votre groupe doivent parler du même voix et tous vos alliés doivent vous apporter leur soutien, un soutien sans faille au gouvernement. Bon courage déjà. Et le débat, on va le voir, autour du traité budgétaire européen, en est le parfait exemple. Mais avant cela, Bruno Leroux, on va regarder ce que pensent de vous vos collègues députés. On est allé à l'Assemblée, des propos recueillis par Betty Lachguer, Jérémy Hartmann et Chloé Baïz. Dans les relations avec l'opposition, je le trouve peut-être un peu sec, un peu dur, plus qu'il ne l'est humainement et normalement. En tout cas, tel que je le vois œuvrer en Seine-Saint-Denis. Je crois qu'on a bien choisi. C'est quelqu'un d'abord qui a de l'expérience. C'était nécessaire. Si on n'a pas une expérience pour effectivement mener un groupe dans ce contexte, on n'y arrive pas. Il est à la fois une figure que je ne qualifierais pas de tutélaire, mais vraiment protectrice. C'est-à-dire qu'on est arrivé à l'Assemblée, c'est un président de groupe, mais c'est aussi un copain. Et il a su l'être avec nous depuis des années, avant même que nous soyons députés. À la limite, quand on l'entend s'exprimer, quand on entend le Premier ministre, on a presque l'impression que c'est plus lui le Premier ministre que M. Ayrault. Ça, c'est le problème du casting gouvernemental. Il a un caractère enjoué. Je peux vous dire qu'il aime bien plaisanter, que c'est un bon vivant et c'est quelqu'un qui est très convivial. En même temps, encore une fois, s'il faut se mettre en colère et se faire respecter, il sait faire. Et puis son principal défaut, c'est que là, moi j'en ai marre qu'il soit président du groupe, on n'a plus le temps de rien faire ensemble, même pas aller faire un petit tour à Cergy-Pontoise, vous lui demanderez ce que ça veut dire et il vous expliquera en direct. Alors qu'est-ce qui se passe à Cergy-Pontoise, Bruno Leroux? C'est quand j'avais quelques week-ends un peu plus libres que maintenant, j'amenais mes copains, dont ce nouveau député, voler un peu avec moi le dimanche matin, puisqu'une de mes passions, c'est d'aller faire un peu d'avion, vous savez, ces petits avions avec un petit moteur à hélice, et voilà, mais je promets à Mathieu de l'emmener bientôt, à nouveau. Plus sérieusement, Bruno Leroux, on a entendu Jean-Christophe Lagarde qui dit « on a l'impression que c'est lui le Premier ministre », ça vous flatte? Comment ça se passe, la répartition des rôles entre vous et Jean-Marc Ayrault? On essaie toujours d'introduire, mais avec Jean-Marc, moi je suis arrivé à l'Assemblée nationale en 1997 avec un président de groupe qui à l'époque s'appelait Jean-Marc Ayrault, que j'ai désigné parce qu'il me semblait être le meilleur candidat. Et 3 mois après, d'ailleurs, quand on était revenu, il y avait déjà des voix qui disaient « il faudrait peut-être en changer, est-ce qu'il va réussir ?» Il a duré 15 ans. Président de groupe. Et il a été apprécié de tout le monde. Il a mené ce qu'il fallait dans la majorité comme dans l'opposition. Et moi, je tiens à être à mon rôle. Et mon rôle, c'est de soutenir le gouvernement, d'organiser la majorité pour que le gouvernement soit soutenu à l'Assemblée nationale en faisant entendre la voix des socialistes. Et moi, j'ai 300 députés qui doivent se sentir bien en soutenant le gouvernement et donc bien en existant avec ce soutien au gouvernement. Hier, on a entendu Jean-Marc Ayrault, il a dit qu'il était dans la concertation. C'est sa méthode. Il faut quand même quelqu'un qui tranche. C'est vous? Non, c'est le chef de l'État qui rend les arbitrages. Moi, je veux peser sur ces arbitrages. Je veux lui dire quel est le sentiment du groupe. Je veux faire en sorte que quand ils viennent à l'Assemblée nationale avec des textes, il est tout le temps une majorité la plus rassemblée possible. On va sûrement y venir, mais c'est le travail que j'ai à mener en ce moment, par exemple, sur le dossier européen. Alors justement, on commence la semaine avec lundi et les écologistes devenus indésirables au gouvernement.
Alors que plusieurs responsables socialistes ont appelé les écologistes à la cohérence, Matignon joue l'apaisement. Le départ du gouvernement des ministres Duflot et Canfin ne se pose pas, indiquent les services du Premier ministre, soucieux de ne pas envenimer les choses après le rejet par Europe Écologie Les Verts du traité budgétaire européen. Vous allez voir au Sénat, le traité continue de diviser le groupe écologiste. C'est une enquête de Sandra Cerquera. Le Conseil national des Verts qui dit non au traité européen, un clash de plus avec leurs alliés du PS, qui pour la première fois pose clairement la cohésion de la majorité, voire du maintien ou non des ministres verts au gouvernement. Et si le vote du parti est clair, le positionnement de ses élus l'est beaucoup moins. Au Sénat, la moitié des 12 sénateurs Europe Écologie Les Verts devraient s'opposer au traité. Jean-Vincent placé en tête, mais il ne compte pas donner de consigne de vote. De toute façon, ce traité est acquis très largement avec près de 80% des voix, PS, UMP. Je trouve ça tout à fait naturel qu'il y a, par exemple, à l'Assemblée nationale, une vingtaine de parlementaires socialistes qui votent non. Moi, ça ne me choque pas que certains votent oui chez les écologistes. À part les 4 ou 5 sénateurs nonistes, le reste du groupe, plutôt embarrassé, devrait s'abstenir. On ne peut pas faire comme si nous n'étions pas au gouvernement et donc il faut assumer, même s'il y a des choses difficiles, si les contraintes sont fortes, on doit aussi jouer la solidarité et montrer qu'on est responsable. Il ne serait que 2 à voter oui. On ne sait pas bien être à l'aise dans la manière d'être minoritaire dans la majorité. Pour moi, il y a un contrat. Quand on est dans le gouvernement, on vote le budget ou on quitte. Nous avons le devoir de le respecter, ou alors de dire nous ne sommes pas d'accord et nous sommes dans l'opposition. Le PS appelle aujourd'hui les Verts à la cohérence et continue de marteler que voter non, c'est affaiblir François Hollande et donc le poids de la France dans les négociations européennes. Bruno Le Roux, on comprend les arguments de Jean-Vincent Placé. Vous l'aurez la majorité sur ce traité européen. Au fond, ce n'est pas grave s'il manque quelques voix écologistes. Pourquoi il faut absolument que tout le monde vote? On ne fonde pas son vote au prétexte que le texte serait déjà majoritaire. Et si demain, par exemple, la droite, l'opposition devait dire, eh bien, nous ne voterons pas, est-ce que cela suffirait à changer le vote de M. Placé? Ils l'ont dit, ils voteront à droite. Oui, ils l'ont dit, mais je prends le cas de figure où ils ne le voteraient pas. Est-ce que ce simple argument suffirait à changer la position de M. Placé? Voilà, c'est pas un débat, c'est pas un bon débat, c'est pas de bons arguments. Et donc les Verts, j'ai été étonné par leur position parce qu'en fin de compte, elle m'a semblé relever d'une logique très partisane, d'une logique de rapport de force, pas d'une logique de réfléchir à ce qu'était l'enjeu européen, pas d'une logique de réfléchir à ce qu'est la cohérence quand on est dans la majorité. Et donc j'ai été étonné. Allez, je vous l'avoue, un peu déçu par la décision qu'ils ont prise, qui ne me semblait pas à la hauteur de l'enjeu. Et pourtant, lors de la campagne présidentielle, ils avaient une candidate, Europe Écologie Les Verts, c'était Eva Joly, et tous disaient on est contre ce traité. Pourquoi ils voteraient aujourd'hui pour un traité? Ils disaient avant, on est contre, on votera contre. Vous étiez prévenus pendant la campagne présidentielle. Regardons. Si l'on vote contre le traité, c'est que l'on souhaite qu'il soit repoussé. Quelles seraient les conséquences si le traité était repoussé aujourd'hui? Mais même ceux qui votent non vous le disent. Ce serait quand même une perte de considération considérable pour l'Europe. Nous retomberions dans une instabilité que nous avons connue il y a plusieurs mois. La monnaie serait attaquée. Des pays qui sont des pays comme la Grèce, le Portugal et l'Espagne subiraient de nouvelles attaques. Il n'y aurait plus de mécanisme de solidarité. Et tous ceux qui votent non disent « Ah non, on ne veut pas cela. On veut simplement marquer que dans cette période, en fin de compte, le traité, c'est pas exactement ce que l'on pouvait vouloir. » Non, ce que je vous dis, c'est qu'ils l'ont toujours dit, les Europe Écologie Les Verts. Mais ils l'ont dit quand Nicolas Sarkozy était... Ils sont constants. Mais ils l'ont dit quand Nicolas Sarkozy était président de la République. Moi, je veux leur dire que le président a changé. Qu'il s'appelle François Hollande aujourd'hui. Que le jour même de son investiture, le 6 mai, il prenait l'avion pour Berlin, avec quelques dangers d'ailleurs, et qu'il a entamé, à côté de ce traité, il a ouvert des chantiers qui n'avaient pas été ouverts précédemment, et qui réorientent, qui sont la base de ce qu'il appelait la renégociation de ce traité. Ce traité, dans le texte, n'a pas été renégocié, mais y ont été ajoutés des pans qui étaient des pans inconnus sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Justement, Jean-François Copé estime que François Hollande paye là l'imposture de sa campagne. Il avait dit qu'il renégocierait le traité, il n'y est pas parvenu. Mais c'est comme si c'était fait. Quand on ajoute un volet croissance, quand on fait voter cette taxe, quand on décide de réorienter l'Europe à tel point que la Banque Centrale Européenne prend une décision qui était inimaginable 6 mois auparavant. On peut prendre le mot que l'on veut, renégociation, réorientation, mais le traité et le contexte européen n'est plus le même aujourd'hui qu'il l'était avec Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. On va continuer sur ce sujet avec la fameuse affaire Duflot. Après un week-end de cure de silence médiatique, eh bien la ministre du Logement s'est enfin exprimée lundi soir. France 2, Cécile Duflot
Duflot le clame haut et fort, pas question de quitter la table du Conseil des ministres. Son credo, la solidarité gouvernementale qui vous est chère, Bruno Le Roux. On l'écoute. Tant que je suis utile à mon travail de ministre, utile à cette majorité, et tant que le travail que mène ce gouvernement, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, est bon pour notre pays, alors ma place, elle est au sein de ce gouvernement. Vous ne m'avez pas répondu sur votre position personnelle sur ce traité. Parce que ma position Est-ce que vous y êtes favorable ou pas? Parce que ma position personnelle, Monsieur Pujadas, elle n'est pas intéressante pour la bonne et simple raison qu'une ministre n'a pas exprimé sa position personnelle. Je remarque. Alors pourquoi ne dites-vous pas je soutiens ce traité? Mais parce que je vous dis que moi je suis une ministre qui soutient les positions du gouvernement. Donc vous me dites je soutiens le traité sans me le dire. C'est très clair. Ça veut dire que je soutiens des positions qui ont été prises par le gouvernement. Une ratification qui a été décidée au Conseil des ministres mercredi dernier. Ce sont des positions du gouvernement, tout en même temps que je suis une écologiste. Est-ce que la place d'une écologiste est d'être aujourd'hui au gouvernement? La réponse est oui, et je vous ai dit pourquoi. Elle nous a dit pourquoi, mais on a eu du mal à comprendre. On sent entre les lignes qu'elle est opposée à ce traité budgétaire européen. Et pourtant, elle n'ose pas le dire. Est-ce qu'elle renie ses convictions, Sylvie Duflot? Non, mais d'abord, elle l'a dit, il y a plusieurs partis dans la majorité. Nous ne sommes pas d'accord sur tout, sinon nous serions dans le même parti. Et pour autant, il y a sur des sujets qui sont des sujets structurants, une position qui doit être une position de l'ensemble du groupe, l'ensemble du gouvernement, de l'ensemble du groupe socialiste, et j'irais même à dire de l'ensemble de la majorité. Et l'Europe est un projet structurant. Nous ne pouvons pas demain donner notre confiance au président de la République pour cette réorientation sans le lui marquer. Et ce qu'a dit Cécile Duflot, c'est très clair. Ministre, elle était au Conseil des ministres qui a ratifié et elle a approuvé cette position. Elle approuve donc ce qui est aujourd'hui ce dispositif d'ensemble créé par le président de la République, le texte, le travail qu'il a mené au niveau européen, le projet de loi de finances organique qui va fixer la trajectoire pour nos finances publiques, et c'est ce que je vais essayer de traduire moi aussi dans quelques jours avec la position du groupe socialiste et je l'espère une position de la majorité. Le journal Le Monde, dans un édito qui réclamait la démission de deux ministres écologistes du gouvernement, a parlé des Verts comme un groupuscule irresponsable. Vous partagez cet avis? Non, mais oui, enfin, s'agissant du parti, je n'ai pas compris. Et je pense qu'il y a une irresponsabilité, je n'irai pas jusqu'à là, mais il y a une forme d'immaturité à avoir fait de l'enjeu européen un enjeu en fin de compte très partisan, très assemblée générale, alors qu'il fallait savoir dépasser, il fallait savoir prendre une position qui était cohérente en plus avec l'histoire des Verts. Quand on voit que la décision qu'ils ont prise est une position qui est en rupture avec l'histoire qu'ils ont sur l'Europe, mais avec les positions même de leur groupe au Parlement européen, et d'ailleurs les députés européens des Verts se sont insurgés contre cette décision, contraire à tout ce que les Verts avaient pu faire, avaient pu dire au niveau de la réorientation européenne. Et donc, je pense qu'il y avait une forme, je l'ai dit, d'immaturité. Je n'irai pas à dire que c'est de l'irresponsabilité, mais en même temps, je m'aperçois que Cécile Duflot et Pascal Canfin, les deux ministres, eux, sont dans la différence, ils sont écologistes et sont en même temps dans la solidarité. Et qu'ils ont trouvé un chemin qui est un chemin intéressant. Et c'est dans ce contexte que Cécile Duflot a présenté cette semaine son projet de loi sur le logement social. Le texte prévoit la cession gratuite ou à bas prix du foncier public, le relèvement du taux obligatoire des logements sociaux à 25% et la hausse des pénalités pour les mairies qui ne le respectent pas. Les amendes vont être multipliées par 5. Exemple, en banlieue parisienne, nous sommes allés à Saint-Maur-des-Fossés où le taux de logements sociaux atteint à peine les 7%. Reportage sur place, Yoann Rolla et Jérémy Hartmann. C'est une grande ville aux allures de petits villages bucoliques blottis dans une boucle de la Marne. À Saint-Maur-des-Fossés, les pavillons cossus sont nombreux, les logements sociaux beaucoup moins. À peine 7%, l'une des plus mauvaises moyennes nationales, très loin des 25% bientôt imposés par le nouveau projet de loi. Qu'importe, les habitants sont farouchement attachés à ce cadre de vie préservé. Tant pis si la commune s'expose à de lourdes pénalités financières. Les gens vont payer, pas avec joie, hein, mais ils vont payer. Hein. C'est très pavillonnaire, hein, Saint-Maur, alors, puis il n'y a pas de terrain, hein, c'est surtout ça, je crois. Moi, je pense qu'il faut quand même un certain brassage de population, mais il ne faut pas que ça dépasse les 30%, là, c'est plus vivable. Hein. On peut multiplier par 5 quand on est socialiste, c'est facile, ou par 10, hein, mais... ça règle pas, c'est facile ça à faire, mais est-ce qu'on peut dégager des terrains pour construire des logements sociaux? Alors c'est ça le problème, il faut abattre des pavillons. Hein. Une équation insoluble à en croire les Saint-Mauriens, une loi toujours plus contraignante, perçue comme une provocation par le député maire de la ville. Comme ce gouvernement n'a pas d'argent, qu'il n'a pas d'idées, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de l'affichage, de l'idéologique. On multiplie les amendes et on n'explique pas aux maires de Saint-Maur, mais comme aux autres, comment faire. Le foncier, il faut que je l'achète, puisque ma ville
est construite, ça représente au minimum 20 000 € par logement social. Henri Plagnol se dit démuni. L'opposition municipale parle plutôt de mauvaise foi politique et tient à le prouver en nous présentant un nouveau projet en construction en plein centre-ville. Donc vous voyez, en fait, il a été vendu, donc ça montre bien qu'il y a une demande qui est très forte. Il a été vendu tout de suite, et puis il y a d'autres programmes sur sa mort, semble-t-il. Donc s'il n'y a pas véritablement de construction de logements, ce qu'on appelle sociaux, c'est peut-être, ça relève d'une absence de volonté politique. Et ça, alors là, on se place dans un autre domaine. Prêt à se battre jusqu'au bout, le député maire pourrait prochainement saisir le Conseil constitutionnel pour tenter de faire retoquer la loi. Alors Bruno Leroux, qu'est-ce que vous répondez à Henri Plagnol? Il est maire, mais il y en a d'autres qui le disent, ça coûte cher de construire des logements sociaux aujourd'hui dans des villes plutôt riches. Quelle belle démonstration d'égoïsme quand même, parce que dans des villes plutôt riches, on devrait donc faire en sorte de n'avoir rien à afficher en matière de solidarité. Tout laisser aux autres villes, faire en sorte que les files continuent à s'allonger dans les mairies sur la demande à être bien logé, à pouvoir faire évoluer sa famille au fil de sa composition. Et donc ce reportage est la démonstration de l'égoïsme qui a conduit à ce que nous fassions sans attendre cette nouvelle loi pour d'abord mettre des terrains à disposition des maires qui disent nous n'en avons pas. Là on voit bien que dans le cas de figure, il y en a. Il y en a pour faire du logement qui n'est pas du logement social. Mais il y a des communes qui ont des problèmes de foncier pour acquérir du foncier. Donc cette loi vise à permettre d'acquérir des terrains, de mettre à disposition des terrains et en même temps de dire aux villes, vous n'avez plus d'excuses. Nous ne vous demandons pas de faire plus de logements sociaux que vous n'avez aujourd'hui d'autres logements, mais nous vous demandons de prendre votre part à un objectif national qui doit être d'abord la construction de logements sociaux et ensuite faire en sorte que nos habitants, nos concitoyens soient bien logés. Il y a quand même des communes qui préfèrent payer des pénalités et qui vont peut-être même faire peser ces nouvelles pénalités sur les contribuables en augmentant les impôts locaux. Qu'est-ce que vous répondez? Je les laisserai à leur responsabilité. La loi peut leur permettre ça, puisque nous avons encore des pénalités et pas une obligation. Ça va coûter de plus en plus cher et en même temps, je crois que c'est un affichage qui est mauvais pour la cohésion nationale. Quand une commune décide de pointer du doigt, en fin de compte, ce qui viendrait attenter demain à quoi? À sa qualité de vie? À la relation entre ses habitants? Non, moi je crois que le logement social et la mixité sociale est aujourd'hui une richesse. Et les véritables problèmes que l'on peut voir, c'est dans les endroits où il n'y a plus de mixité parce qu'il n'y a que du logement social et que nous n'arrivons plus à faire en sorte qu'il y ait cette mixité entre les gens qui viennent travailler, les gens qui ont des niveaux de revenus différents. Et là, je crois qu'il y a une réflexion qui s'impose à tous les maires. À l'inverse de ce cas-là, Bruno Leroux, vous vivez dans un département, vous êtes élu dans un département où il y a un fort taux de logements sociaux, entre 30 et 50% selon les études. Benoît Apparu, ancien ministre du Logement, propose une loi SRU miroir, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est que les communes qui auraient pour obligation de construire d'autres types de logements quand le taux de logements sociaux est supérieur à 35%, notamment la construction de logements intermédiaires. Est-ce qu'il n'y a pas un risque dans certaines villes, notamment en Seine-Saint-Denis, qu'il y ait trop de logements sociaux? Mais c'est ce qu'elles font, il n'y a jamais trop de logements sociaux. Et pour autant, la question, c'est d'assurer la mixité. Mais on le voit bien, en Seine-Saint-Denis, le taux de logements sociaux n'est pas supérieur à 50%. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres logements. Ça veut dire que nous sommes un département qui assure véritablement, nous assurons en Seine-Saint-Denis la mixité sociale. Et avec quelquefois, parce qu'il y a eu des endroits où il y a pu y avoir une concentration de logements sociaux, des problèmes qu'il faut le régler. En matière d'accessibilité en transport, en matière simplement de situations sociales qui peuvent être difficiles, donc de moyens pour l'école, tout ce que l'on connaît aujourd'hui et qui fait qu'il y a des quartiers qui peuvent être en grande difficulté. Mais nous sommes aujourd'hui fiers de la population qui est la nôtre parce qu'elle représente cette mixité et je crois que on devrait regarder ce qui se fait en Seine-Saint-Denis attentivement. Allez, mardi, Claude Barthelone veut une Assemblée nationale exemplaire. Et c'est ce qu'on appelle un vieux serpent de mer, la réduction du train de vie des élus. Le sujet revient depuis des années et bien des paroles aux actes. Claude Barthelone a proposé mardi une réforme, notamment des indemnités des députés. Toutes les précisions avec Jean-Baptiste Daoulas. Il était très attendu sur le thème de l'exemplarité. Claude Barthelone est arrivé avec une longue liste d'annonces. Économie budgétaire, entrée de la Cour des comptes à l'Assemblée, réduction de l'IRFM, équité et transparence sur la réserve parlementaire. Je peux le dire, jamais une réforme de telle ampleur n'a été menée à l'Assemblée nationale.
Pour donner l'exemple en temps de crise, l'indemnité pour frais de mandat des députés baissera de 10%, soit environ 640 € en moins tous les mois. Les sommes économisées seront destinées à améliorer la situation des assistants parlementaires. Le futur déontologue de l'Assemblée devra proposer un nouveau forfait pour indemniser les députés. Des mesures qui divisent l'opposition. C'est quelque chose qui est naturel, qui s'inscrit d'ailleurs dans la volonté de maîtrise des coûts que j'ai développée pendant 5 ans et de transparence. Il n'est pas normal que les Français puissent penser en période de crise que les parlementaires ne font pas un effort et j'approuve à 100% et des deux mains ces dispositions. Ces propositions démagogiques qui visent toujours à vouloir diminuer pour donner des signes ou flatter une catégorie de l'opinion, je pense que ça n'est pas un bon signe pour la démocratie. Claude Barthelone défend les prérogatives de l'Assemblée. Son nouveau cheval de bataille, la lutte contre la prolifération des agences, hautes autorités et autres commissions. Il existe dans notre pays un empilement impressionnant de comités Théodule. On en dénombre 680. Claude Barthelone souhaite que leur mission de contrôle et de prospective revienne dans le giron de l'Assemblée. Sur l'application des lois, le président de l'Assemblée nationale annonce d'ores et déjà 3 rapports sur les emplois d'avenir, sur les recrutements à l'éducation nationale et sur les contrats de génération. Alors on le voit, Bruno Le Roux, des mesures sont désormais sur la table. Certains pensent que Claude Barthelone n'est pas allé assez loin, notamment sur l'IRFM, mais il y aura simplement une déclaration sur l'honneur pour vérifier tout cela. Est-ce que vous auriez souhaité qu'il aille un peu plus loin sur ce point-là? Vous doutez qu'une déclaration sur l'honneur soit quelque chose qui ne suffise pas? Quand un député dit aujourd'hui, pour remplir mon mandat, j'utilise mes frais en fonction de ce qui m'est autorisé et qu'il renouvelle chaque année cette déclaration sur l'honneur, et que vous le savez, un déontologue va être recruté, enfin à l'Assemblée, puisque le poste est créé, et qu'il va avoir à même de regarder cela. Moi, je souhaite même qu'il puisse faire un contrôle aléatoire sur les députés et formuler ensuite des recommandations générales pour voir, pour qu'ils constatent, et pour que ce qu'ils constatent, ils puissent le faire savoir pour procéder à des améliorations. Parce qu'il peut y avoir même des interrogations sur ce qui rentre ou qui ne rentre pas dans ce forfait. Mais j'observe qu'alors que nous ne sommes pas encore en session ordinaire depuis notre élection, il y a déjà une réforme qui a été mise en place et les propositions de Claude Barthelone interviennent dès le début d'un mandat. C'est-à-dire que là où on se dit souvent il faudrait faire, et où la majorité précédente nous dit, après avoir été battue, ah vous ne faites pas cela, vous auriez dû. Alors que pendant 10 ans, les choses n'ont pas véritablement bougé. Là, c'est dès le début du mandat. L'Assemblée nationale propose de payer des impôts sur l'IRFM. Est-ce que c'est une bonne idée, ça, de fiscaliser cette indemnité? Non, je ne pense pas, parce que c'est une indemnité qui doit servir aux frais de mandat. Et si elle n'est pas totalement utilisée, à mon sens, elle doit être reversée à l'Assemblée nationale. Elle ne peut pas être un complément de salaire. Elle doit être utilisée pour le mandat qui est le nôtre et uniquement le mandat qui est le nôtre. Rapidement, Bruno Le Roux, hasard du calendrier ou pas, le même jour, on l'apprenait que Claude Barthelone avait embauché son épouse. Elle est en charge notamment des droits des femmes. Vous avez réagi sur Public Sénat, ce n'est pas anodin, mais pas une erreur. On sent quand même votre agacement sur ce point-là. Parce qu'il y avait là une concordance des choses. Mais Véronique, elle aurait dû travailler avec Claude Barthelone depuis qu'il a été élu à l'Assemblée nationale. Elle travaillait avec lui auparavant au Conseil général. Elle travaillait avec lui au ministère de la Ville. C'est là qu'ils se sont rencontrés. Elle a un métier, elle a des compétences et elle les a toujours exercées sur le terrain qui était celui des cabinets, de la politique, de la relation. Et donc, il était tout à fait normal qu'elle soit là où elle est aujourd'hui. Ensuite, il y a eu une concordance qui n'est d'ailleurs peut-être pas totalement... c'est peut-être pas totalement venu par hasard. Allez, le droit de vote maintenant des étrangers aux élections locales n'en finit plus d'agiter la majorité présidentielle. Un groupe de 75 députés socialistes demande la mise en œuvre sans plus tarder de cette promesse de campagne. Quand François Rebsamen, le président du groupe socialiste au Sénat, ne serait pas choqué que l'on attende un peu pour la mettre en œuvre. On l'écoute. Si cela permet de démontrer qu'il n'y a aucune volonté manipulatrice d'électorat derrière cela, eh bien pourquoi pas sortie des municipales. Je suis pour le droit de vote puisque je l'ai voté, je l'ai porté des étrangers aux élections locales. Cette proposition que Nicolas Sarkozy avait reprise par 3 fois, qui faisait rassemblement à un moment, nous devons convaincre, c'est une belle formule du Premier ministre, des esprits éclairés, et il y en a au centre et à droite, que c'est pas une mesure électoraliste. C'est un engagement, un nouveau droit. C'est un nouveau droit. Donc elle peut attendre la fin du quinquennat, c'est très important. Vous dites on peut laisser passer les prochaines municipales. Si ça peut aider des esprits éclairés en leur disant, vous voyez qu'il n'y a aucune manipulation électorale derrière, pourquoi pas?
Alors on a l'impression que la gauche n'arrivera jamais à faire voter ce texte. C'était déjà une promesse de campagne de François Mitterrand en 1980. Ça faisait partie des 100 engagements. Nous sommes totalement pour à gauche. Et je le dis ici, je ne laisserai pas inscrire cette proposition à l'ordre du jour de l'Assemblée si elle a des chances d'être battue. Et donc le travail à faire, il est clair. Il est de faire en sorte de dégager une majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat, et une majorité donc des 3/5 pour modifier notre Constitution. Vous rejoignez François Rebsamen, on peut encore attendre, finalement. Mais il n'attend pas, il faut faire le travail tout de suite. Mais en même temps... Avant 2014, c'est sûr. Mais j'espère qu'il faudra le faire le plus vite possible. Et notre travail doit être un travail... Mais attendez, moi je sais combien je compte de députés dans ma majorité. Lui le sait, et donc nous savons qu'il nous manque aujourd'hui un certain nombre de députés. Il faut faire le travail de conviction. Moi je souhaite, et l'appel, je l'ai dit, l'appel des députés aurait été un appel très utile s'il y avait eu là-dedans la moitié de députés qui ne viennent pas du Parti socialiste et de la gauche, parce que cela aurait représenté un mouvement. Mais je vais même plus loin. Je veux trouver une majorité au Parlement, et en même temps je veux convaincre les Français. Parce que c'est une proposition qui doit être une proposition. Retourné sur cette question. Oui, j'observe que l'opinion publique s'est retournée. Moi, je veux continuer à expliquer aux Français pourquoi cette décision est une bonne décision, pourquoi cette loi est une loi de cohésion locale, une loi qui permet de mettre tous ensemble ceux qui font vivre aujourd'hui nos villes sans rien céder sur la question de la citoyenneté, sans rien. C'est pas le moment, il avait raison, même si visiblement il a un peu changé d'avis. Non, quand il dit c'est pas le moment, c'est qu'il constate qu'il n'y a pas de majorité. Et moi, je le redis ici de façon très claire, je ne veux pas que ce texte soit inscrit pour que nous nous donnions bonne conscience en disant c'était une proposition, nous l'avons proposée à l'Assemblée nationale et nous n'avons pas été capables de la faire voter au Parlement. Je veux, au moment où elle sera inscrite, que nous sachions le chemin qui nous conduit à son adoption. Merci, on passe tout de suite à la journée de mercredi. Ils sont désormais 3 millions de chômeurs en France. Et cela faisait 13 ans que le nombre de chômeurs n'avait pas dépassé la barre fatidique. 3 11 000 personnes sans emploi en France. Le gouvernement doit faire face à un 16e mois de hausse consécutive. Les explications de Rim Benhamer. Les chiffres de l'emploi au plus bas depuis 13 ans. Le nombre de chômeurs a augmenté de 0,8% en un mois, soit plus de 3 millions de personnes. Face à ces mauvais chiffres, le gouvernement maintient sa promesse d'inverser la courbe du chômage d'ici à fin 2013. Ses moyens, 150 000 emplois d'avenir, 500 000 contrats de génération, ainsi que 2 000 nouveaux CDI à Pôle emploi. Des réformes inefficaces pour la droite. J'appelle vraiment le gouvernement à prendre en compte la situation, à sortir des mesurettes et des pansements pour avoir dans le budget 2013 des mesures puissantes pour recréer ce choc de confiance qui est le préalable à la croissance, elle-même préalable à la baisse du chômage. Et c'est bien le problème, la croissance sans cesse revue à la baisse, à peine 0,8% prévu en 2013. Dans ce contexte de crise, les économistes ne voient pas comment sortir de l'impasse. On voit que la difficulté, justement, avec le budget pour 2013, c'est qu'on va être dans un plan d'austérité massif de l'ordre de 37 milliards d'euros qui va peser sur le revenu des ménages, donc sur leur pouvoir d'achat et sur leur consommation, qui va peser aussi sur le revenu des entreprises à travers notamment l'impôt sur la société et donc sur leur investissement. Et donc dans ce scénario-là, on aura des destructions d'emplois. Et ce pessimisme est partagé par une majorité de Français. Selon un récent sondage, 8 personnes sur 10 ne croient pas à une baisse du chômage d'ici à 1 an. Et les Français n'y croient pas. Est-ce que le fait d'inverser la courbe de chômage d'ici 1 an, c'est un objectif tenable? Oui. Oui, en tout cas, c'est l'objectif que nous a fixé le président de la République. Et il faut que les Français soient convaincus que nous allons tout mettre en œuvre. Il y a une situation de crise, il y a une situation économique. Elle s'impose bien souvent. La question, c'est de savoir si on regarde cette crise ou si l'on essaye de l'inverser. Et ce qui a été fait, et les chiffres du chômage, nous savions en gagnant l'élection présidentielle, et d'ailleurs dans la campagne nous avions dit que pendant plusieurs mois, les chiffres du chômage allaient malheureusement se dégrader parce que les prévisions de crise étaient fortes, et en même temps parce que nous savions que rien n'avait été mis en place pour essayer de contrer cela. Et là, dans les 3 mois qui vont venir, nous aurons déployé tout l'arsenal des moyens publics pour faire en sorte d'agir contre le chômage. C'est-à-dire que jamais un gouvernement... Par le Parlement, ce sont les emplois d'avenir. La droite parle de mesurettes. Est-ce que les emplois d'avenir sont à la mesure, à la hauteur de l'enjeu? J'ai entendu mesurettes et pansements, mais avez-vous le souvenir d'un seul dispositif qui ait été pris durant ces 3 dernières années face à la crise en matière d'emploi par le précédent gouvernement? Pas un seul. Vous n'en trouverez pas un seul. Et donc, quand on parle de mesurettes et de pansements, j'aurais préféré qu'ils en prennent quelques-uns. Mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas.
Il y a eu d'abord le financement des contrats aidés, les emplois d'avenir, la négociation aujourd'hui sur les contrats de génération, la négociation qui aboutira au Parlement sur ce qu'on appelle la sécurité de l'emploi et l'adaptation des entreprises en période de crise, la Banque publique d'investissement, le plan compétitivité des PME qui est dévoilé dans le budget et qui va se mettre en place dans les prochaines semaines, c'est-à-dire un dispositif où il n'y a pas moins de 6 à 7 dimensions qui ont été prises dès les 6 premiers mois pour inverser la courbe. Vous pointez la responsabilité du gouvernement précédent. François Hollande l'a déjà fait de New York quand il était à l'ONU. Alors ces arguments, la faute à la droite, quand la droite dit c'est la faute à la gauche, on tourne un petit peu en rond. Non, on ne tourne pas en rond, mais moi je ne veux pas revenir pendant des mois. J'observe quand même qu'il y a 6 mois, quand nous étions dans l'hémicycle dans l'opposition, aux questions d'actualité, François Fillon faisait toujours référence à Lionel Jospin et à l'héritage, 10 ans plus tard. Mais moi je dis simplement que nous sommes là moins de 6 mois après, qu'il y a une inertie en politique et que l'élection présidentielle, la seule chose qu'elle est remise à zéro, c'est le compteur démocratique. Un nouveau président de la République, une nouvelle majorité. Pour le reste, le lendemain de notre victoire, il y avait toujours 3 millions de chômeurs et 3 millions de chômeurs qui était un chiffre en augmentation. Il y avait toujours 1700 milliards de dettes dans le pays. Il y avait toujours une croissance totalement anémiée et sans qu'il soit rien fait pour essayer de la booster un peu. Il y avait toujours un déficit public qui dépassait les 5%. Et cela, ça n'a pas été remis à zéro par l'élection présidentielle. Et nous sommes aujourd'hui obligés de faire avec une situation qui est la plus catastrophique que notre pays n'ait jamais connue. François Fillon, Jean-François Copé, les 2 candidats à la présidence de l'UMP ont dévoilé mercredi leur programme, mais une petite phrase du second a occulté la présentation de ces programmes. Dans un livre à paraître, Jean-François Copé entend briser un tabou en employant l'expression racisme anti-blanc, une expression jusque-là utilisée par le Front National. Germain Andrieux. Officiellement, la campagne n'a pas encore commencé. Pourtant, le duel entre François Fillon et Jean-François Copé s'accélère. Chaque candidat affiche clairement sa stratégie. Dès vendredi, un livre-programme pour Jean-François Copé, un manifeste pour une droite décomplexée. Une campagne sans tabou sur la sécurité, le travail ou l'immigration, avec la dénonciation d'un racisme anti-blanc. Pour autant, pas question de confondre l'UMP et le Front National. Nous nous sommes toujours opposés et nous nous opposerons toujours à une alliance électorale avec le Front National. Mais pour autant, et je le dis avec la même force, cela ne nous empêchera pas de traiter les sujets qui engagent, qui concernent, qui indignent, qui exaspèrent, qui inquiètent les Françaises et les Français. Du côté de François Fillon, c'est aussi l'heure du projet, mais en contre-pied par rapport à Jean-François Copé. L'ancien Premier ministre propose avant tout le rassemblement et le redressement de la France face à la crise. Je récuse tous les débats sur la droitisation ou la centralisation de l'UMP. Ça n'est pas en penchant d'un côté ou de l'autre que nous pourrons proposer aux Français un vrai projet de redressement national qu'ils seront en mesure d'accepter. En attendant, le duel ne fait que commencer. La campagne officielle aura lieu du 5 octobre au 17 novembre et seuls les militants pourront les départager le 18. Alors Jean-François Copé entend briser un tabou avec cette expression racisme anti-blanc. Est-ce que c'est un prélude à des accords avec le Front National selon vous ? Je ne sais pas, je n'espère pas, mais en même temps, vous avez bien ramené dans ce reportage cette petite phrase à ce qu'elle est. Une escarmouche supplémentaire, grave d'ailleurs, je le pense, en matière de dérive linguistique, politique, mais une escarmouche dans la guerre des chefs aujourd'hui à l'UMP, où on pense que les militants vont être sensibles à ce qui va être encore plus à droite, encore plus en opposition, encore plus en passerelle avec le Front National, puisqu'il y a une partie de la droite qui aujourd'hui inquiète de ce qui se passe et il y a des porosités qui existent aujourd'hui. Et donc je crois que c'est dangereux. Moi je l'ai dit, dans les racismes, je ne cherche pas à faire de distinction. Et partout où il s'exprime, sous quelque forme qu'il s'exprime, je combats le racisme. Par celui qui le profère, je condamne tous les propos d'où qu'ils viennent en matière de racisme. On l'a compris, mais sur le fond, est-ce qu'il existe aujourd'hui un racisme anti-blanc ? Mais je ne veux pas rentrer dans ce débat. Il peut y avoir des manifestations telles que celle-ci. D'abord, ce n'est pas quelque chose que j'observe de façon généralisée. Et d'ailleurs, si je l'observais, si je l'observais de façon généralisée, quelle en serait la solution ? Je veux bien qu'on soit dans la dénonciation de propos qui avaient déjà été tenus auparavant et dont on voit bien, je le redis, pourquoi ils ont été tenus. Mais moi, je ne différencie pas les racismes. Et s'il y avait à un moment donné devant moi l'expression d'un racisme anti-blanc, je le condamnerais de la même façon que je condamne tous les autres racismes. Et donc, je ne suis pas là pour chercher des segmentations, parce que demain, est-ce que M. Copé nous expliquerait que ce racisme-là serait plus grave qu'un autre racisme ?
parce que nous serions ici en France, parce que nous serions dans notre République. Et donc c'est quelque chose qui nous amène sur un fort mauvais débat, la façon dont il pose les choses. Moi, je ne segmente pas, je ne différencie pas les racismes. Après mercredi, la journée de jeudi, et Arnaud Montebourg qui déçoit les salariés de Florange. En visite hier, le ministre du Redressement productif a promis un bras de fer avec ArcelorMittal. Les salariés ont montré leur colère hier à Florange. Les 2 hauts fourneaux qui sont enfermés depuis plus d'1 an, eh bien, on ne sait toujours pas s'ils seront fermés définitivement. A priori, oui, dit Arnaud Montebourg. Les explications de Rim Benhamer. Visite agitée pour Arnaud Montebourg à Florange. Très attendu par les syndicats, le ministre du Redressement productif est venu présenter le plan de sauvetage du gouvernement pour les hauts fourneaux lorrains, après un mois de négociations difficiles. Je ne suis pas venu faire des promesses, car c'est un bras de fer difficile qui s'engage avec une multinationale de l'acier. Ce que nous souhaitons, c'est qu'ArcelorMittal comprenne que le gouvernement français va exercer tout son poids pour que, 1, il y ait une solution de reprise, 2, que de surcroît, il y ait des investissements dans la partie qu'il continuera à exploiter. Un investissement de 150 millions d'euros pour entretenir les fourneaux. Et c'est justement une partie de ces hauts fourneaux que l'État aimerait récupérer pour 1 euro symbolique. Ensuite, il se chargerait de trouver un repreneur capable de faire revivre le site. Mais avant, il faut légiférer. La loi est déjà prête, mais doit encore être votée. Peu de temps avant, François Hollande recevait discrètement Lakshmi Mittal à l'Elysée. Il avait fait du sauvetage de Florange l'une de ses promesses de campagne. Cette promesse, les 3000 salariés au chômage technique depuis 14 mois ne l'oublient pas. La direction d'ArcelorMittal devrait-elle annoncer sa décision lundi? C'est un bras de fer qui s'engage avec ArcelorMittal, a dit Arnaud Montebourg. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un sentiment d'impuissance quand on est devant toutes ces usines qui ferment? Mais d'abord, oui, vous avez raison de le dire, nous avons découvert beaucoup de plans sociaux et beaucoup de dossiers tels que ceux-ci qui n'avaient pas été traités autrement que par des paroles auparavant. Et c'est vrai que quand l'État n'est pas au capital, et l'État n'est pas au capital, aujourd'hui, il y a nécessité à trouver des leviers, il y a nécessité à avoir des discussions bien en avant. Ces discussions n'ont pas existé, en tout cas n'ont pas existé pour protéger l'emploi, pour protéger les sites. Et il n'y avait eu que des déclarations. Et donc aujourd'hui, nous allons essayer parce que moi je comprends, surtout dans un bassin qui est en situation difficile sur l'emploi, sinistré, on pourrait même le dire, sur l'emploi, je comprends ces colères qui peuvent s'exprimer à dire, mais faites quelque chose, oui, nous allons faire. Je dépose en ce moment une proposition de loi à l'Assemblée nationale sur l'obligation de reprise de sites qui sont rentables. On le voit aujourd'hui, il y a une négociation menée par le gouvernement. Parce qu'on peut en savoir un peu plus. J'ai été heureux que le président de la République, le Premier ministre hier soir sur France 2, dise qu'il souhaitait qu'elle soit inscrite le plus vite possible à l'ordre du jour de l'Assemblée. Vous avez un agenda? Non, j'ai pas l'agenda. Maintenant, c'est au ministre des Relations avec le Parlement, mais quand le Premier ministre dit rapidement, c'est rapidement. Il y a une autre proposition de loi qui a déjà été votée par le Sénat, une proposition de loi communiste sur l'interdiction des licenciements boursiers. Là aussi, on peut avoir un calendrier. Est-ce que ça va revenir au Parlement? Mais là encore, le Premier ministre l'a dit hier, ça fait partie des textes qui sont des textes, d'abord, qu'il faut ce qu'on appelle sécuriser juridiquement, parce que il y a des obstacles notamment constitutionnels, et moi je ne veux pas ici faire d'effet d'annonce à dire que nous déposerions et que nous voterions des textes qui, derrière, seraient des textes dont nous savons qu'ils présenteraient des difficultés et qu'ils ne seraient pas applicables. Ce que nous voulons, c'est fournir des outils supplémentaires à la négociation avec des grands groupes tels que ceux-ci, quand ils veulent, à un moment donné, faire une fermeture d'usine qui est due pour des raisons de rentabilité, qui est due pour des raisons qui sont étrangères au site, alors que celui-ci pourrait et devrait continuer. Et donc, j'accompagne cette volonté du gouvernement de traiter ce dossier par de nouveaux investissements, par éventuellement, le plus rapidement possible, le fait de trouver un nouveau repreneur, et j'espère pouvoir y contribuer ici en faisant voter très très vite cette proposition de loi qui a été élaborée par moi-même et François Brotte. Alors à la veille de la présentation au Conseil des ministres du budget 2013, Jean-Marc Ayrault a passé hier son grand oral en prime time sur France 2 et il a promis que les classes moyennes ne seraient pas concernées par de nouvelles hausses d'impôts. On l'écoute. À revenu constant, 9 Français sur 10, 9 contribuables français sur 10 ne seront pas concernés par les augmentations de fiscalité. Écoutez, d'après les chiffres qu'on a, non, 16 vous millions... me parlez de ça, ce qui a déjà été. Je parle des mesures qui vont être mises dans le budget
2013. Ces mesures-là auront un impact aussi en 2013. Oui, mais je suis prêt à m'en expliquer. Mais les mesures nouvelles, parce qu'on a tellement écrit que les mesures nouvelles allaient matraquer tout le monde, ces mesures nouvelles épargnent les classes moyennes et les classes populaires. Est-ce que vous pensez que le Premier ministre a rassuré les classes moyennes? C'est quand même une rigueur de gauche, mais qui ne dit pas son nom. Non, c'est du sérieux. C'est un budget qui est un budget sérieux et au moment où il y a la crise, ce n'est plus le temps de laisser filer les déficits de notre pays. C'est toujours les mêmes qui payent d'ailleurs quand il y a des déficits qu'on laisse filer. C'est toujours les mêmes à qui on demande des efforts. Eh bien nous allons faire un budget qui est un budget sérieux avec 3/3. 10 milliards de dépenses supprimées sur le budget de l'État, donc des économies sur le budget de l'État, et 10 milliards prélevés sur les entreprises en matière de fiscalité et sur les ménages. Et sur les ménages, oui, je le dis ici, nous épargnons totalement les gens qui sont les plus modestes, les foyers modestes et les classes moyennes. Parce que tout simplement, c'est eux qui avaient été mis à contribution durant 10 ans. C'est à eux qu'on a fait payer tous les privilèges. Et donc, ceux qui étaient les plus privilégiés, je l'ai dit déjà depuis plusieurs mois, vont devoir se réhabituer dans quelques semaines à aller dans la boîte aux lettres pour y trouver une feuille d'impôt. Ils avaient oublié de faire ce geste, ils vont revenir à quelque chose qui va être un comportement normal en matière d'impôt. Et on va rentrer dans les détails de ce budget 2013, 30 milliards d'euros d'impôts et d'économies, vous le disiez, pour amener le déficit à 3% fin 2013. Toutes les explications d'Elisa Bertolomé, pardon. L'effort sera partagé entre hausse des prélèvements et réduction des dépenses. Principaux touchés par les augmentations d'impôts, les ménages les plus aisés et les grandes entreprises. Taxe à 75%, rétablissement du barème de l'ISF, plafonnement des niches fiscales, impôts sur les sociétés. Le gouvernement espère dégager 20 milliards d'euros. Tous les ministères seront concernés, sauf l'éducation, la justice et l'intérieur. 2000 suppressions de postes à Bercy, 7000 au ministère de la Défense, diminution de 3,6% des crédits de la culture, de 7,3% pour l'agriculture, gel des salaires des fonctionnaires. Au total, 10 milliards d'impôts doivent être trouvés. L'État est donc appelé à se serrer la ceinture, une cure de rigueur historique pour un premier budget. Le gouvernement espère qu'avec ces mesures, il pourra tenir son objectif de ramener le déficit public à 3% du PIB. Reste une grande incertitude, la croissance prévue à 0,8%. Un chiffre qui laisse les économistes sceptiques. Alors ce budget est table sur une prévision de croissance de 0,8%. Pourtant, ces prévisions sont jugées un peu trop optimistes. Est-ce que le gouvernement ne va pas être obligé de procéder très rapidement à des ajustements avec un projet de loi de finances rectificative? Non, il faut toujours. Parce que nous espérons, avec les mesures prises dans ce budget, essayer de faire en sorte d'apporter un surplus de dynamisme, un surplus de croissance, par la justice des propositions que nous faisons. Et donc aujourd'hui, les prévisions des économistes tournent autour de 0,5% de croissance à peu près. Nous avons fait un choix à 0,8 qui montre le volontarisme que nous voulons et ce que nous souhaitons à la fin de l'année 2013 pour ce budget. Donc c'est un choix volontariste. Et nous pensons que ce différentiel entre les propositions des économistes aujourd'hui, qui se trompent aussi quelquefois, et celles qui sont les nôtres et que nous assumons pleinement, eh bien ça va être justement la différence due à notre politique, la différence due au dynamisme. J'espère qu'il n'y aura pas, mais en même temps, il y a toujours eu des budgets rectificatifs, et donc je ne peux pas vous dire qu'il n'y en aura pas. Mais quand nous faisons, par exemple, sur la fiscalité des entreprises, le pari d'épargner les PME, et même d'aider les PME, puisqu'il y aura un plan compétitivité des PME qui va être rajouté à cela dans les prochaines semaines, c'est parce que nous pensons qu'elles vont permettre ce différentiel, que nous voulons leur adresser à elles, que nous voulons leur donner un signe de confiance en leur disant, dans une période difficile, vous allez avoir accès plus facilement au crédit, vous allez avoir accès plus facilement au financement de vos investissements. Vous allez pouvoir embaucher de façon peut-être plus flexible par rapport à ce que vous nous demandiez et donc participer dans ce moment de crise à ce qu'est l'effort national en embauchant et en essayant d'aller de l'avant. C'est la guerre des chiffres, hein. On voit les prévisions de croissance, mais aussi ces 3%. Est-ce que c'est un objectif tenable? Claude Barthelone émettait des doutes à ce sujet, Elisabeth Guigou aussi. Mais il faut le tenir. C'est un objectif qui rend crédible aujourd'hui notre politique de désendettement. Les Français comprennent bien que l'on ne peut pas continuer sur l'endettement qui a été accumulé dans notre pays. Et si demain il doit y avoir des corrections de ce chiffre, elles viendront d'une croissance européenne qui aura été plus faible que ce que nous prévoyons. Et donc c'est la Commission européenne qui nous dira « Ah ben là, il y a une marche que permet d'ailleurs le traité ».
Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que le traité que nous allons voter dans quelques jours nous permet ces corrections sur le retour à l'équilibre en matière de finances publiques. Merci Bruno Leroux d'avoir été notre invité. Merci beaucoup Delphine, l'invité de Parlement Hebdo. La semaine prochaine, vous retrouverez comme d'habitude Aude Morakini et Michael Zamès. À bientôt et très bon week-end sur les chaînes parlementaires.